Bonjour Jean Pisani-Ferry. Bonjour. Merci d'être là, vous êtes très difficile à avoir en studio. Vous êtes, il faut dire, vous êtes un peu partout. Vous êtes évidemment professeur à Sciences Po, vous êtes aussi à l'Institut Bruegel, vous êtes aussi à l'Institut Peterson. Surtout tout ça par vidéo. Tout ça par vidéo, mais ça vous prend beaucoup de temps. Et puis surtout, vous êtes membre de cette fameuse commission sur le monde d'après, commission de réflexion avec Olivier Blanchard et Jean Tirole. Et puis on va rappeler quand même que vous avez été le directeur du programme d'Emmanuel Macron en 2017. Vous travaillez déjà sur le programme de 2022 ou pas? La commission Blanchard-Tirole, ça n'a absolument rien à voir. Oui, non, mais vous, Jean Pisani-Ferry. Non. Non. Pas sur le monde d'après d'Emmanuel Macron. On va parler d'écologie croissance. Est-ce que c'est compatible? Évidemment, la Convention climat a remis ses propositions. On va voir ce que le président va en faire, s'il va faire un référendum. Il y a beaucoup d'interdictions, il y a beaucoup de limitations mais il y a des propositions quand même assez sérieuses. Est-ce que c'est compatible, l'écologie et la croissance? Il faut que ça le soit. Parce que ce qu'on vise, c'est de ramener à zéro, en net, les émissions en 2050. Donc, si on devait faire ça en tapant sur la croissance, on devrait vitrifier totalement l'activité économique. Donc, ce qu'il faut, c'est arriver à découpler croissance et émissions de gaz à effet de serre. Oui, mais comment fait-on? Oui, mais comment fait-on? Comment fait-on? C'est une rupture technologique qu'il faut introduire, c'est de rupture dans les comportements, mais c'est pas, il ne faut pas dire que c'est l'ennemi de la croissance. Alors évidemment, ça va avoir un coût à court terme. Parce qu'à court terme, quand vous changez en fait votre technologie, vous mettez au rebut du capital sale et vous le remplacez par du capital propre. Ça a un impact. Votre capital sale, il n'est pas amorti. Donc, si vous le mettez au rebut plus tôt, vous faites une perte. Donc, il y aura des pertes. Il y a une tension sur le revenu entre l'objectif d'augmentation du revenu du pouvoir d'achat et l'objectif de réduction des gaz à effet de serre. Mais dans la durée, il ne faut pas dire que c'est quelque chose qui doit se faire nécessairement en arrêtant la croissance. Arrêter la croissance, ça ne résoudrait rien. Ça maintiendrait nos émissions au niveau actuel. Donc c'est tout à fait autre chose qu'il faut faire. Mais en même temps, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. La croissance ne monte pas jusqu'au ciel. Est-ce qu'il n'y a pas un moment, et le moment est peut-être venu, de parler, c'est un gros mot, je sais surtout devant un économiste, mais de parler de décroissance? Oui, enfin, décroissance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Moins consommer, par exemple, bêtement. Oui, mais enfin, vous avez... Moins acheter de voitures, moins voyager. Non, mais il faut acheter des voitures, il faut avoir des voitures qui ont des performances différentes. Il faut acheter des voitures, évidemment, il y a des changements dans les structures de consommation très importants. Mais ce qu'il y a derrière la croissance, il ne faut quand même pas l'oublier, c'est le progrès technique. C'est le fait qu'on gagne en productivité. Beaucoup ralenti, mais ça existe toujours. Et ça existera encore. Donc on pourra, si la société en décide ainsi, dire qu'on fait un arbitrage pour le loisir contre le revenu. Mais ça, pour l'instant, nos sociétés, elles n'ont pas très envie de faire des arbitrages dans ce sens-là. Elles sont plutôt dans le sens de faire des arbitrages pour le revenu. Donc il faut déconnecter, il faut que ces choix restent possibles. Jean Pisani-Ferry, l'autre grande question, évidemment, c'est de savoir d'abord, est-ce que la reprise va bientôt arriver en France? Aujourd'hui, c'est la phase 3 du déconfinement. Et il y a aussi la question de savoir comment on enlève la perfusion des aides financières de l'État. En Allemagne, le président de la Banque Centrale Européenne, le président de la Banque Centrale Allemande, a dit que ça y est, l'Allemagne avait passé le pire de cette crise sanitaire, la crise du Covid. Est-ce que vous diriez la même chose en France? Est-ce que le pire est derrière nous en termes économiques? On était tombé à une baisse d'un tiers de l'activité totale, nettement plus dans le secteur privé. On est probablement à moins 10% aujourd'hui. Donc on a quand même déjà pas mal remonté. Toute la question, c'est par rapport à ce moins 10%, dans quelles conditions, à quel rythme on va continuer à remonter. Donc effectivement, le pire est derrière nous. Effectivement, on a une dynamique de reprise. Quand on observe par exemple la consommation, sur les données de cartes bancaires, on voit que la consommation reprend vigoureusement. Elle ne rattrape pas la consommation qui ne s'est pas faite pendant le confinement. Celle-là, elle est un peu oubliée. Donc il y a beaucoup d'épargne des ménages. Mais en revanche, la dynamique de consommation dans le court terme, elle est bonne. Voilà. Alors, les entreprises, elles, ont pris un gros choc, parce que les entreprises ont payé beaucoup de cette crise. Les ménages ont été bien préservés. L'État a pris beaucoup à sa charge, mais les entreprises ont quand même pris un coup sérieux sur leur bilan. Donc, l'investissement des entreprises est plutôt déprimé. Mais on a quand même ces éléments de bonne dynamique. Alors maintenant, est-ce que c'est le moment de retirer les soutiens? Non. Ce n'est pas le moment de retirer les soutiens. On a encore besoin
de continuer. Il ne faut pas se précipiter. Ce serait dangereux de retirer les soutiens à l'activité et les soutiens à l'emploi maintenant. Justement, dans une tribune avec Olivier Blanchard et Philippe Aghion, vous avez dit qu'il fallait absolument apporter une aide notamment au chômage de longue durée, aux faillites. Vous avez des préconisations. Est-ce qu'il faut que ce chômage de longue durée tel qu'il a l'air de se profiler, on saura exactement de quoi il en retourne mercredi, est-ce que ça va dans le bon sens? Est-ce que c'est assez nécessaire justement pour passer le cap de cette crise économique? Alors c'est une tribune avec Thomas Philippon, oui. pas Philippe Aghion. Oui. Il y a on a mis en place un chômage partiel, une activité partielle de crise. Elle a bien fonctionné dans l'ensemble. Moi, j'ai fait une comparaison avec les États-Unis. Les États-Unis, ça a été un désordre complet et c'est beaucoup plus coûteux que ce qui s'est fait en France. Avec des gens qui ont perdu leur emploi, qui ont perdu leur assurance santé, etc. Donc, le système a à peu près bien fonctionné. Bon. Maintenant, évidemment, il n'est pas vocation à être maintenu pour toujours. C'est une situation de crise. Donc, il y a deux choses. Il y a les grandes entreprises dans certains secteurs qui font face à un choc de demande durable, par exemple l'aéronautique. Donc, on met en place l'activité partielle de longue durée pour préserver les compétences, préserver l'outil industriel, etc. Tout ça, c'est une question de proportion. C'est de savoir pendant combien de temps on maintient en fait des gens à temps partiel pour des carnets de commandes qui sont pas très pleins. Bien sûr. Par ailleurs, on a quand même, dans la masse des activités en France, on a probablement aujourd'hui de l'ordre de 2 millions de salariés en équivalent temps plein qui sont encore en activité partielle. Ceux-là, on ne va pas leur donner de l'activité partielle de longue durée. La question, c'est est-ce qu'ils reviennent vers l'emploi ou est-ce qu'ils basculent dans le chômage ? Et nous, ce que nous disons, c'est que dans un certain nombre de secteurs dans lesquels le salarié, il est aujourd'hui moins productif, parce qu'il y a des précautions à prendre, parce que ces précautions, ça coûte quelque chose à l'entreprise, il faut donner un coup de main pour qu'il bascule vers l'emploi plutôt que de basculer vers le chômage. Voilà. Et donner un coup de main, c'est des subventions temporaires au salaire. Donc ce que fait le gouvernement va complètement dans le... Oui, sauf qu'il fait des... Non, il n'a pas pris la décision de faire des schémas... Moi, je pense à des secteurs aussi bêtes. Prenez les secteurs de la restauration, par exemple, dans lesquels on voit bien que dans tout restaurant, aujourd'hui, les conditions d'exploitation sont dégradées. Voilà. Et donc, il faut aider à ce que, temporairement, on puisse réemployer les salariés et faire que l'entreprise fonctionne. Et donc, comment est-ce qu'on enlève la perfusion? On ne l'enlève pas pour l'instant. On ne l'enlève pas. Il faut effectivement resserrer, bien sûr. Il ne s'agit pas de faire exactement ce qu'on a fait pendant la période de crise. Mais il ne faut pas enlever la perfusion. La dette française, fin mars, atteignait 101,2% du PIB. C'est grave, docteur, ou pas? C'est pas grand-chose, 101,1. Ah bon, d'accord. Parce que la prévision du gouvernement, c'est 120%. En partie parce que le dénominateur aura beaucoup baissé. Mais on prend tous les pays vont prendre 20 points de dette ou 30 points de dette. Est-ce que c'est grave ou pas? Alors, on a une chance. Change complètement de référentiel économique. C'est sérieux, bien sûr. On a une chance extraordinaire, c'est qu'on emprunte toujours à des taux d'intérêt négatifs. Donc la dette ne coûte pas cher. Bon. Cette dette, il va falloir, on emprunte à 10 ans, Dans 10 ans, on ne sait pas quels seront les taux d'intérêt quand on va devoir la rembourser. Donc ce n'est pas négligeable de savoir est-ce qu'on est en train de se mettre des contraintes pour plus tard qui vont être trop lourdes. Mais pour l'instant, il faut faire ça. Voilà. Et il ne faut pas mégoter son soutien à l'activité. Le plus grave pour l'économie française, aujourd'hui, la menace la plus sérieuse, c'est la contraction. C'est le fait que cette crise résulte comme une espèce de tassement du système économique français. Et qu'on se réveille de ça avec en permanence un niveau d'activité qui est de moins 5, moins 10% en dessous de ce qui était avant, parce qu'il y a eu des faillites, parce qu'il y a eu des secteurs qui se sont contractés, etc. Et ça, c'est le syndrome italien. Regardez l'Italie au cours des 20 dernières années. Pays qui a mené une politique budgétaire, en fait, beaucoup plus stricte que la politique budgétaire française, mais dont l'activité économique s'est contractée. Et ce pays est pris dans un cercle vicieux de la dette à cause de ça. C'est ça qu'il faut éviter. Ah oui, d'accord. Donc il faut absolument maintenir l'activité, quoi qu'il en coûte, comme dirait le président. En faisant attention à l'usage des fonds publics, bien sûr, mais il ne faut pas retirer maintenant le soutien. D'ailleurs, ce n'est pas ce que font nos voisins. Si vous regardez ce que fait l'Allemagne, elle vient d'annoncer un plan. Le plan de soutien à l'activité, il est de 130, ça fait un peu moins en réalité parce qu'ils reprennent un peu des choses qui existaient déjà. Mais enfin, le soutien à l'activité en Allemagne est plus important qu'en France. D'accord, donc vous dites à la limite au gouvernement, il faut mettre encore un peu plus d'argent.
C'est ça que vous nous dites. Alors, moi je dis... En tout cas, pour nourrir l'activité française. Pour l'instant, hein, les ménages ont beaucoup d'argent. Oui. Si les ménages se mettent à le dépenser, cette épargne considérable qu'ils ont, il y aura moins besoin de soutien à l'activité. Ouais. S'ils ont peur et qu'ils se mettent à l'épargner en se disant, à faire encore plus d'épargne en se disant on ne sait pas ce qui va se passer, il faut recréer de la confiance en montrant que l'activité économique, elle va continuer d'augmenter. Est-ce que vous pensez qu'il faut... vous étiez beaucoup exprimé sur cette question au moment de la réforme des retraites, avec ce régime universel, pour lequel vous étiez plutôt favorable, mais en disant que c'est les conditions qui n'étaient pas... J'étais tout à fait favorable. Oui, absolument. Est-ce qu'il faut, il faut relancer la réforme des retraites, ou pas dans ce climat-là, où il faut s'asseoir dessus? Est-ce que c'est un peu la fin des réformes que vous aviez préconisées en son temps, Jean Pisani-Ferry? La difficulté, c'est que sur la réforme des retraites, ce qu'on disait à la fin de l'année dernière, ouais, c'est... il faut faire la réforme de système et la réforme de financement est moins urgente. Évidemment, après cette crise, la question de la réforme de système est toujours là. La question de la réforme de financement, elle va se poser dans des conditions très modifiées. Ouais. Et c'est à ce stade, on ne sait pas exactement dans quelles conditions elle va se poser. Ça dépend précisément de ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire comment on sort de cet épisode. Donc, c'est ça qui est difficile, c'est-à-dire reprendre le dossier des retraites sans traiter la question du financement. Ça peut pousser le ballon dans soi. Juste une dernière question, parce qu'on n'a pas le temps de parler du plan de relance européen et on en parle souvent. Puisque vous avez fait le programme 2017 d'Emmanuel Macron, je ne vous demande pas celui de 2022, mais vous, qu'est-ce qui est essentiel à faire? Qu'est-ce qui est essentiel à faire pour la France? Qu'est-ce qui reste essentiel? Je ne penserai pas du tout au programme d'Emmanuel Macron, oui, non pas que je le redis, mais simplement je pense que les temps ont changé. Oui, ce qui est essentiel, oui, c'est voilà, que les 2 ans qui viennent, d'ici l'élection présidentielle, soient 2 ans aussi utiles, aussi... concentré que possible. Et ce n'est pas le programme de tel ou tel candidat. C'est de quoi la France a besoin, oui, pour ne pas subir les conséquences de ce choc qui est historique, qui est extrêmement dangereux. C'est ça qu'il faut faire. Oui, et donc il faut éviter à tout prix 2 ans à godiller en attendant les élections. On ne peut pas se permettre. Oui. Merci beaucoup. Il ne faut pas tomber dans le piège. Hein. C'était important ce que vous avez dit. Merci beaucoup Jean Pisani-Ferry.